Alors, parmi nos invités, donc Isabelle Attard, que vous connaissez bien, qui a été dans le civil avant d'être députée, directrice de musée, qui est coprésidente de Nouvelle Donne. Nous avons Claude Escarguel, qui est de formation biologiste, mais qui est surtout chef d'entreprise et économiste, qui est fondateur de l'association Entreprises équitables pour le partage et décision des bénéfices et du capital avec les salariés. Nous avons Pavet, qui est responsable associatif, secrétaire général de la Ligue de l'enseignement. Nous avons Jourdain Vaillant, qui est étudiant, blogueur et fondateur de Nouvelle Donne Campus. Et nous avons Jean-François Kahn, qu'on ne présente plus, qui est journaliste, qui est fondateur de l'événement du jeudi, de Marianne, qui est auteur de 32 ouvrages, dont l'un s'appelle « Comment s'en sortir ». Alors je donne la parole aux plus jeunes. Jourdain Vaillant, faut-il en finir avec la Ve République? Mais bon, je ne vais pas prétendre donner une réponse catégorique, rapide et expéditive. La première chose qui interroge, j'espère que vous m'entendez au fond, que c'est pas trop... Hein, oui, c'est bon? Ah, tant mieux. Je pense que je ne vous étonnerai pas en disant qu'une constitution n'est pas qu'un simple assemblage de textes qui, comme ça, naît ex nihilo de la pensée de quelques personnes et ne correspond à peu près à, disons, les comportements qu'on devait avoir en tant que citoyen en commun. Non. Tous les politistes récents s'accordent pour dire, et je pense que c'est une évidence, qu'une constitution, c'est d'abord un rapport de force, comme n'importe quel texte de loi. Et je pense que si on est là aujourd'hui, c'est pour s'interroger sur quelle est la qualité de ce rapport de force et comment voir aujourd'hui exactement ce qu'il en est et quelles sont ses conséquences. Donc le rapport de force de la Ve République, on le connaît un petit peu. Moi, je le connais à travers l'histoire. Peut-être que certains l'ont vécu en direct. C'est le contexte d'une crise politique, c'est le contexte d'une crise qui va très au-delà de la France, mais qui quand même est très insérée dans le débat français. Et qui gagne ce rapport de force? On le connaît aujourd'hui, la Ve République a deux gagnants majeurs, un exécutif, un président, un présidentialisme qu'on peut qualifier ça aussi avec beaucoup comment dire, c'est évident. Le deuxième vainqueur de cette constitution, c'est l'élu, qui perd, dans le cas de sa Ve République, c'est le pouvoir législatif dans un premier temps, par rapport à l'exécutif, et le citoyen dans un second temps. C'est en tout cas le constat qu'on peut faire. Je vais essayer de développer 3 points. Quels sont les 3 défauts de cette Ve République quand aujourd'hui, on est en 2014 et qu'on questionne ce rapport de force? Un défaut de responsabilité, un défaut de représentativité et un défaut de participation pour ceux qui sont les perdants de ce rapport de force. Notez bien, s'il vous plaît, qu'on ne parle pas de l'opportunité, de la légitimité de ce rapport de force au moment peut-être où il a été établi. C'est à la limite pas le propos. Le propos, c'est de dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce rapport de force soit équilibré et juste. Premier défaut, celui... J'ai plus d'appareil dentaire, donc normalement... C'est celui de la responsabilité. Vous savez que le président de la République n'est pas astreint, comme d'autres chefs d'État, à être responsable. C'est la Ve République. Donc on peut dire que le présidentialisme à l'époque de 1958 était justifié. Le fait est qu'aujourd'hui, le président de la République, auquel, personnellement, je pense souvent, pas en me rasant, mais le matin, quand je me lève, quand je pense à mon engagement, je pense à ce président qui n'est pas responsable d'avoir promis, proposé, et ensuite d'avoir trahi. Responsabilité, elle nous engage nous aussi. Par exemple, quand on voit des gens qui, même à l'intérieur de la majorité, ceux qu'on appelle les frondeurs, qui essayent de questionner cette responsabilité, qu'est-ce qu'on leur dit? Je ne sais pas si vous avez vu l'interview il y a 2 jours dans Le Monde du président de la République. À quoi appelle? Il appelle au respect. Il dit, s'il vous plaît, mes députés de ma majorité, respectez-moi. Le débat n'est même pas là. Est-ce qu'il faut permettre à ce président d'être respecté? D'accord. Mais aujourd'hui, quand une majorité ou des députés veulent s'élever contre ce qu'on peut appeler une grande trahison,
qu'est-ce qu'on fait? Donc le premier défaut, j'ai envie de dire, il est là, c'est dans la Constitution. Deuxième défaut, c'est venu par la pratique de ces institutions, la représentativité. Là, je parle sous l'égide de Bastien François, qui est un politiste, qui dit aujourd'hui, qui est élu, notamment à l'Assemblée, c'est le modèle du vieux mâle blanc bourgeois. Isabelle, on s'en réjouit. Et pour finir cette qualification, le vieux mâle blanc bourgeois qui, s'il le veut, peut faire des mandats ad vitam aeternam parce que son parti lui permet, et a fortiori s'il appartient à un grand. Mais cette représentativité, on l'a déjà questionnée pendant la campagne, qui sont nos élus, qui sont nos députés, mais c'est aussi un problème par rapport à cette 5e République, parce que quand on voit que nos représentants sont majoritairement des gens qui appartiennent à un schéma binaire, et c'est ça que consacre la 5e République, c'est appartenir à un grand parti de droite ou un grand parti de gauche. Si on n'appartient pas à ces partis, on n'a quasiment aucune chance d'avoir un accès équitable à la délibération et encore plus à des capacités d'action. Regardez aujourd'hui qui se réclame d'une nouvelle représentativité, qui se réclame d'une alternative de la 5e République, c'est le Front National. Et le problème, c'est que on ne peut même pas leur reprocher de se présenter comme alternance, puisque oui, ils n'appartiennent pas à cet ensemble de deux grands partis. Mais ce qui serait bien, c'est que cette 5e République, et vous en avez parlé, Jean-François Kahn, c'est qu'elle permette d'autres élus de rentrer grâce à d'autres schémas d'élection, par exemple la proportionnelle. Moi, j'aimerais énormément, ce serait un rêve, que les élus FN parlent de leur projet. Parce que quand on les voit dans les médias, de quoi parlent-ils? C'est quelque chose comme 90%, un temps passé à éructer, à force ou à tort ou à raison, contre ce schéma binaire. Mais moi, je rêve, donc je ne dois pas avoir des très stimulants, enfin, voilà, que, par exemple, Gilbert Collard vient de me parler de ses solutions pour lutter contre le chômage de masse. Je rêve que Marion Maréchal-Le Pen me dise comment on va gagner cette course de vitesse contre le changement climatique. Je rêve d'entendre Marine Le Pen parler de sa politique culturelle. Donc, ce deuxième défaut de représentativité, autant dans l'élection que dans l'exercice du pouvoir au sein des assemblées et dans l'espace public, c'est une entrave créée par la Constitution de la Ve République. Et pour finir, le troisième écueil de cette Constitution, qui est un écueil fondamental, et c'est celui auquel Nouvelle Donne essaye de s'attaquer en premier, c'est l'impossible, ou en tout cas la trop difficile participation du citoyen à l'espace public. Alors, M. Escarguel va nous parler de son projet de plus grande démocratisation au sein de l'entreprise, je sais, vous le direz, mais de la délibération, de la prise de décision au sein de l'entreprise, et ça 1000 fois oui. Pierre Mendès France disait la démocratie n'est effective que si elle est dans tous les lieux et en tout temps. L'entreprise 1000 fois oui. Par exemple, Isabelle, tu vas sûrement parler de ce que tu as fait avec ta réserve parlementaire, qu'un jury citoyen a décidé d'attribuer selon ses propres désirs et que tu n'as pas décidé toi en ton fort intérieur, même étant élu. Ça, encore 1000 fois oui. Mais qu'est-ce qu'on propose d'autre, par exemple, à Nouvelle Donne? On parle de cette loi d'initiative citoyenne. Vous savez, si un texte recueille 300 000 signatures et qu'il est conforme à la Déclaration européenne des droits de l'homme, il doit être discuté au Parlement comme un projet de loi de gouvernement. Rien que ça, c'est un projet qui pourrait, à la limite, s'inclure dans une 5e République, tout à fait. De même que le projet de référendum d'initiative citoyenne sur les mêmes bases. Mais qu'est-ce qu'on peut aussi faire, nous, à l'échelle de Nouvelle Donne, puisqu'on crée un nouveau parti, on crée une nouvelle plateforme de participation. Et ce qui est bien, c'est qu'on a déjà un bilan. On est déjà en août 2014, on peut dire oui, on a permis à des candidats d'être désignés par les adhérents qui ont été tirés au sort dans des commissions, et c'est eux qui sont allés se présenter au suffrage universel lors des élections européennes. Et alors là, je m'adresse à chacun d'entre vous, vous tous, qui allez participer à cette fondation Nouvelle Donne, mais pitié, mais continuez. Parce que c'est un énorme chantier et c'est notre devoir historique de d'abord déblayer devant notre route pour montrer la voie aux autres partis et regarder droit dans les yeux le XXIe siècle. On a une chance avec cette République
Je crois que c'est Roger Martin Dugard qui dit ça dans un roman, Jean Barrois, si vous voulez le retrouver. Il dit la République a cette vertu extraordinaire et unique, c'est que c'est le seul régime perfectible par nature. À nous de le rendre parfait. C'est un idéal, et la bonne nouvelle, c'est qu'on sait déjà qu'on l'a accompli à notre simple petite échelle, mais qu'on sait qu'on peut le faire à plus grande échelle. Donc, reprendre la main, c'est plus que jamais justifié. Merci. Donc merci pour ce devoir d'ambition qui nous est assigné à tous. Merci d'avoir parlé 9 minutes et merci d'avoir fait la transition puisque je donne maintenant la parole à Claude Escarguel. Donc peut-on être citoyen à la ville et ne pas l'être dans l'entreprise? Oui, bonjour, je me présente, Claude Escarguel, je suis biologiste de formation et créateur d'entreprise, et depuis toujours, ma boussole, comme vous avez bien aimé le dire, a été de voir comment on pouvait combattre les inégalités, et notamment les inégalités d'existentialisme au sein de son outil de travail, que ce soit l'outil de travail public, parce que j'ai été longtemps biologiste hospitalier, ou que ce soit l'outil de travail privé, où là c'est encore plus complexe parce qu'il y a d'autres lois qui régissent. Et concernant le rapport de force, tu as raison de dire que le combat pour la démocratie et la modification d'une constitution est toujours une question de rapport de force. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut jamais oublier, quand on parle d'amélioration démocratique, de voir quels sont les contre-pouvoirs, les contrepoids. Et aujourd'hui, les contrepoids, les contre-pouvoirs, c'est l'oligarchie financière qui naît dans un système économique qui amplifie les données. Alors ce système, bien sûr, il a été condamné depuis longtemps, il est condamné par la gauche, mais la gauche n'a jamais été capable de proposer des solutions alternatives qui remettent le citoyen en position normale dans une entreprise, notamment même les entreprises publiques et encore moins les entreprises privées. Et donc je pense qu'on a une grosse responsabilité à gauche, puisque je pense qu'ici beaucoup de personnes se situent à ce niveau-là, et puis d'autres personnes aussi. On a vraiment une grosse responsabilité de jamais avoir été capable de proposer une alternative cohérente qui tienne la route et qui associe, qui réconcilie l'esprit d'entreprise, le partage et la compétitivité, mais la compétitivité au sens beau du terme, c'est-à-dire celle qui est issue du potentiel créatif des salariés et non pas uniquement celle qui est issue de rabaissement des salaires et des conditions les plus drastiques dans la rémunération des gens. Donc j'ai eu 30 ans d'expérience de création d'entreprises privées dans les biotechnologies et notamment dans le génie génétique. Aujourd'hui, je suis PDG d'une start-up à la faculté de médecine, au pôle d'excellence de maladies infectieuses. Et j'ai été, comme ces idées de citoyenneté dans l'entreprise ont intéressé les présidents d'université, je suis actuellement consultant pour les créations de start-up issues des brevets des universités. Vous savez qu'il y a des unités de valorisation, que ce soit la SAT ou que ce soit le FISC pour le CNRS, qui valorisent les brevets pour faire démarrer des start-up. Mais ces start-up, il ne faut pas qu'elles soient n'importe comment, il faudrait qu'elles suivent une démarche où le citoyen retrouve sa position dans le travail. Et justement, si la démocratie est difficile à obtenir, c'est que ces rapports de force financiers sont issus de règles qui sont incluses dans le DNA du capitalisme, qui fait que, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça a été décrit de tout temps, qui fait que le propriétaire de l'outil de production ramasse toute la mise des profits, ramasse toute la mise et seul décisionnaire dans les conseils d'administration ou autres. Et si vous voulez, le travailleur, lui, n'est qu'un employé qui est là, qui n'a qu'un seul droit de se taire. Et malgré les contre-pouvoirs syndicaux qui sont nécessaires mais qui sont toujours insuffisants, je pense que la constitution d'une nouvelle République devrait inclure de nouveaux droits des travailleurs dans les entreprises. Et je pense que ça c'est fondamental. Comme il existe des droits de l'homme au sens général du terme, il doit exister des droits de l'homme dans l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée. Et c'est ces droits pour nous ont toujours été de participer. Participer au profit, participer aux décisions, et pour le privé, participer à la valorisation de l'actif quand il y a un actif qui est créé. Parce que n'oublions pas qu'une entreprise est la résultante de 3 composantes. Elle est la résultante des créateurs, et ça, toute réforme, toute réflexion ne doit pas annihiler l'esprit créatif. J'ai à côté de moi Jean-François, qui a créé, qui sait ce que c'est, les difficultés qu'il y a. Et si on annule cet esprit créatif, on perd une dynamique qui fait qu'après, on n'est plus dans le temps de la créativité.
Donc, la deuxième composante, ce sont les salariés. C'est une composante incontournable et aucune entreprise ne peut marcher sans salariés. La troisième composante, elle n'est pas toujours nécessaire. Elle est souvent nécessaire, mais pas toujours. Quand il y a de l'autofinancement, c'est la finance, les investisseurs, ce qu'on appelle toute la finance d'investissement. Alors, à partir du moment où les salariés représentent dans une entreprise une des trois composantes, il est absolument normal que ces salariés pèsent dans l'entreprise jamais moins de 33%. Donc, si vous voulez, c'est ce que nous avons défini, nous, comme boussole. Alors, les premières expériences de diverses entreprises qui ont d'ailleurs bien marché à cause de ça, je vous expliquerai après pourquoi, les salariés étaient présents dans les conseils d'administration, étaient présents, participaient aux bénéfices, mais étaient actionnaires, copropriétaires de l'entreprise de façon individuelle. Et nous avons changé les donnes. Nous sommes orientés sur une représentativité coopérative, collective des salariés, et donc de créer une coopérative au sein même d'une société, d'une entreprise privée, SA ou SARL. Et cette coopérative, c'est pour nous ce que Jaurès disait, dénommé la propriété sociale, qui, à mon avis, doit être une base minimale, que j'appelle moi le bouclier salarial, vraiment, parce que face au capital, le capital n'est pas... le capitalisme est défini par le Quillier comme étant un modèle économique qui est fondé sur le pouvoir et la force de l'argent. Et je mets un exemple, j'assimile le capital à un couteau. Le couteau peut vous servir à couper de la viande, et donc le capital, s'il est équitablement acquis, peut être équitable. Et inversement, le couteau, il peut vous servir à tuer quelqu'un. Et à ce moment-là, c'est une arme. Face à cette arme, il faut un bouclier, il faut une défense. Et c'est le rapport de force des salariés dans l'entreprise qui doit avoir un seuil minimal. Et c'est ce capital, pour ne pas qu'il utilise la force du capitalisme, c'est-à-dire qu'il acquiert son augmentation sur l'exploitation de ceux qui y travaillent, il doit y avoir un rapport de force minimal. Ce rapport minimal de 33% peut aller effectivement jusqu'à 100% si les gens souhaitent faire une coopérative. Mais je ne suis pas persuadé que la coopérative absolue, un homme, une action, la SCOP, un homme, une action, une voix, représente la finalité intégrale. À mon avis, elle inhibe un peu le potentiel créatif des entrepreneurs au départ qui sont très satisfaits de garder pendant un certain temps leur pouvoir décisionnel parce que c'est eux qui ont tout porté sur leurs épaules. Alors ensuite, dans ce rapport de force, il faut que les salariés représentent, bien sûr, dans les entreprises à créer. C'est un projet de loi que certains ont eu sur la table. C'est un projet de loi qui consiste à dire toute entreprise nouvelle créée devrait adopter ce système de représentativité collective des salariés au sein d'une coopérative. Mais dans les entreprises qui existent déjà, il y a une notion qui est intervenue aujourd'hui dans la loi sur l'économie sociale et solidaire, c'est la coopérative d'amorçage, qui pourrait donc, à partir d'un certain seuil dès le départ, être tous les ans bénéficier du tiers de l'EBE, c'est-à-dire l'EBE, c'est l'excédent brut d'exploitation. En gros, c'est la richesse que crée une entreprise qui est techniquement comptable. Donner à cette coopérative, sous forme d'action gratuite, l'équivalent de ce tiers de l'EBE, puisque les salariés représentent le tiers de la responsabilité de la création de richesse, au minima. Donc, tous les ans, cette coopérative monterait jusqu'au seuil de 33% dans les entreprises existantes. Alors, ces modèles-là devraient, bien entendu, bénéficier d'incitations fiscales, puisque lorsqu'on investit aujourd'hui dans une entreprise, pour que le salarié soit citoyen, qu'il soit partie prenante, qui décide et qu'il soit aussi participant au partage de la création de ces richesses créées, il faut que le salarié, celui qui investit dedans bénéficie d'avantages fiscaux. Nous, on dit à partir du moment où on donne 33% à la coopérative des salariés, ben celui qui investit dans ces entreprises déduit 33% de son investissement. Quand on sait que pour le Sarkoton, on déduit 66%, je pense qu'il n'y a pas de honte à imaginer que pour favoriser la création d'entreprises équitables, on puisse proposer ça. La deuxième chose, c'est l'impôt sur les sociétés. Il y a une deuxième incitation qui pourrait être créée pour que le citoyen redevienne dans son travail sous forme de structure responsable, c'est de dire qu'il faudrait que l'impôt sur la société soit proportionnel avec des bonus-malus sur la responsabilité sociale et environnementale. Parce que le système dans lequel on vit aujourd'hui a les deux gros dangers majeurs, c'est les inégalités qui créent l'insécurité, qui créent les extrémismes, qu'ils soient religieux ou qu'ils soient
politique. Et c'est le deuxièmement, c'est le dérèglement climatique. Donc si l'impôt sur la société était réellement proportionnel à la responsabilité sociale et environnementale, je pense que ce serait une très bonne chose. Si vous voulez, les expériences que nous avons vécues dans les entreprises, qui étaient au départ des entreprises qui n'avaient pas lieu de monter, ont eu des réussites parce que ce potentiel créatif des salariés nous a permis de monter. Tout était utilisé, parfois même des décisions venaient des salariés et pas de moi-même. J'étais le dirigeant, mais je pense que le rôle de citoyen, chacun a des possibilités, comme ici à Nouvelle Donne, chacun peut donner son idée. Dans un conseil d'administration, dans une entreprise, chacun donnait ses idées. Et à partir du moment où on est capable d'utiliser ces idées et de les exploiter, je pense qu'on peut avancer grandement. Et la compétitivité vraiment se situe à ce niveau. Je pense que François Hollande et aujourd'hui le Parti socialiste, auquel je fais encore malheureusement partie, nobody is perfect, je m'excuse, donc devrait aller dans ce sens-là. Dernier point, je pense, c'est la valorisation de l'actif. Alors la valorisation de l'actif est très importante. C'est que comment concevoir aujourd'hui qu'on licencie quelqu'un pour des raisons économiques, auprès de 30 ans de travail, la personne est rentrée dans l'entreprise au stade A, il a fait monter l'entreprise au stade B, il a participé à la valorisation de cet actif, et aujourd'hui on le vire sans aucune compensation. Nous disons, il faut, comme le salarié des futures entreprises aura une prime de sortie, il faut qu'aujourd'hui, en urgence, on crée une prime de sortie pour tous les gens qui sont licenciés de raisons économiques, c'est une formule très simple qui tient compte du nombre d'années, du nombre de salariés et de la valorisation de l'actif auquel le salarié a participé, qui correspondent à cette prime de sortie, qui correspondent au moins à ce qu'il a créé comme richesse. Et ça, je pense que quand quelqu'un est exclu économiquement pour aider les autres, pour essayer de réduire la voilure, pour essayer de sauver l'entreprise, pour essayer de sauver aussi les actionnaires. Les actionnaires devraient renvoyer l'ascenseur, pas forcément sous forme financière si l'entreprise est en difficulté, mais au moins sous forme de participation à l'entreprise qui lui permettent après soit de les revendre, soit d'en tirer les bénéfices pour sa retraite. Ça serait un très bon complément de retraite. Dernier petit point aussi aujourd'hui dans les contre-pouvoirs, j'arrive. Dernier petit point dans les contre-pouvoirs de la démocratie, et notamment dans une constitution, c'est le danger qui nous menace aujourd'hui, c'est le techno-féodalisme. Vous savez qu'aujourd'hui, des grosses boîtes comme Google, Apple, Microsoft, tout ça, investissent dans tous les domaines. Et des chercheurs américains ont illustré qu'il risquait d'avoir 47% des salariés américains qui, dans les 10 années à venir ou 15 années à venir, perdraient leur emploi. Donc on est dans un monde qui, suivant les règles capitalistes, sans toucher au cœur du DNA du capitalisme, ce que nous avons fait, ce que nous voulons faire, on va au danger manifeste. Voilà, je vous remercie beaucoup et je m'excuse Merci. Merci pour ces propositions concrètes sur lesquelles on pourra éventuellement revenir. Je donne maintenant la parole à Éric Favet, qui va peut-être nous parler des rapports de force et de pouvoir et des oligarchies, notamment dans le monde de l'enseignement, de la culture. Éric Favet. Merci. Je suis militant d'une association qui, dans 3 ans, va fêter ses 150 ans. La Ligue de l'enseignement, qui s'est créée sur la base d'un traumatisme vécu par des républicains en 1848. Un traumatisme relativement simple à expliquer. En 1848, le suffrage universel. Le suffrage universel seulement masculin, ça marche? Ouais. 1, 2, 3, 4. Si, ça marche? Je poursuis? Oui, ça va. Un traumatisme donc facile à expliquer. En 1848, le suffrage universel masculin uniquement, certes, est établi. Et 3 ans après, les électeurs mettent au pouvoir quelqu'un qui se passera de la République, Napoléon III. Les fondateurs de la Ligue de l'enseignement sont donc ces républicains qui pensent que le suffrage universel ne suffit pas et qu'il faut s'éduquer en permanence. On dirait aujourd'hui s'éduquer tout au long de la vie au suffrage universel. Notre combat n'a pas changé, c'est le même aujourd'hui
qu'à la fondation de la Ligue de l'enseignement. Moi, ce qui m'interroge dans le thème de cette table ronde, ce n'est pas tant les institutions du point de vue de la Constitution, j'ai sans doute un avis sur le sujet, mais c'est comment se fait-il que notre pays doté, on va dire, de mécanismes démocratiques et républicains, comme sans doute aucun autre pays au monde, à la fois par son histoire, par la sophistication de ses outils, en soit arrivé aujourd'hui à verrouiller complètement l'avenir de son pays. Un président de la République, on peut contester le fait qu'il soit élu au suffrage universel, il pourrait l'être éventuellement d'une manière indirecte. 2 chambres, un conseil économique et social, des conseils économiques et sociaux régionaux, des instances délibératives, consultatives à l'infini partout sur le territoire, des collectivités territoriales nombreuses, et le sentiment de plus en plus important que nous avons tous d'une forme de dessaisissement de notre avenir. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Qu'est-ce qui se passe pour que nous vivions cette situation-là? Moi, je risque 3 hypothèses que j'échafaude à partir de la pratique qui est la mienne d'un militant d'éducation populaire dans un mouvement associatif. La première, elle peut vous sembler étrange de la part de quelqu'un qui appartient à une institution associative qui a promu, défendu et qui contribue à renouveler l'école. Je pense qu'aujourd'hui, l'école de la République est fondée sur une escroquerie et qu'il faut y mettre un terme. Le second, je vais m'expliquer. La seconde hypothèse, c'est que nous sommes dans une république de la défiance et qu'il faut y mettre un terme aussi, et notamment de défiance à l'égard de ce qu'on pourrait appeler les corps intermédiaires ou la société civile, je n'aime pas trop ce terme-là, mais plus particulièrement la vie associative qui est aujourd'hui instrumentée et qui n'est pas utilisée comme elle devrait l'être pour contribuer à régénérer et la démocratie et faire acte de créativité dont nous avons besoin. Et enfin, troisième hypothèse, je pense que nous sous-estimons le fait que notre République a quelque part construit l'image d'une France centre du monde et que nous ne sommes plus le centre du monde, et c'est une bonne nouvelle, mais nous sommes dans le monde et il faut y prendre une place que manifestement nous avons du mal à y trouver avec notre seul bagage historique. Sur la première hypothèse donc, moi j'appelle ça la République consanguine et il me semble que l'école y participe, mais pas uniquement. La République consanguine, c'est une république qui effectivement entretient l'affectation des places toujours aux mêmes. Alors c'est vrai que c'est facile de traiter de l'école de ce point de vue-là et que ça exonère d'autres institutions culturelles de prendre leur part de responsabilité dans cette reproduction à l'infini qui fait que, y compris au sein des institutions, les inégalités sont parfois amplifiées et qu'une partie de nos concitoyens n'accèdent pas aujourd'hui, par la reconnaissance qui devrait être la leur, au bagage nécessaire pour se situer, pour faire des choix dans leur vie. Vous connaissez les chiffres, ils sont connus de tout le monde. Là-dessus, sur le constat, je dirais que chacun se met à peu près d'accord. C'est sur les solutions qu'on diverge, mais je sais que vous avez une table ronde demain après-midi sur le sujet. Et mon camarade François Dubet ne manquera pas, j'imagine, de vous apporter quelques solutions ou quelques hypothèses sur lesquelles il a travaillé. Une école qui laisse chaque année sortir 150 000 jeunes sans rien, c'est une école qui a un problème. Une école qui aujourd'hui offre 23 fois moins de chances à un enfant d'ouvrier ou d'employé, c'est-à-dire 55% de la population salariée, d'accéder aux classes préparatoires, c'est une école qui a un problème. En gros, notre école est faite, je vais caricaturer un peu, pour les enfants d'enseignants et de cadres supérieurs, et comme ils sont généreux, ils accueillent aussi ceux des autres. C'est difficile à entendre, parce que nous sommes le produit de cela. Et je pense que si justement ce dossier ne bouge pas beaucoup, même si la loi de refondation de l'école porte en elle une partie des ambitions pour le transformer, c'est parce que, quelque part, tous ceux qui ont une place de direction dans notre pays, politique, économique et culturelle, qu'ils soient de droite comme de gauche, sont le produit de ce système-là. En gros, de distillation fractionnée. L'escroquerie, où réside-t-elle? C'est l'égalité des chances. Laissons l'égalité des chances au casino et à la franchise des jeux. Occupons-nous de l'égalité des droits, de l'égalité des possibles. Laissons l'idéologie du mérite à ceux qui en tirent profit. Et on voit qui en tire profit aujourd'hui. Ça ne devrait plus être aujourd'hui ce qui guide l'ensemble des systèmes de formation et en premier lieu l'école. Nous devrions viser d'autres choses que la seule fabrique des meilleurs. Claude Lelièvre, historien de l'éducation, utilise à cet égard une image très très forte. Nous avons le choix entre seulement élever le plafond ou élever le plancher. Quand on élève le plancher, le plafond s'élève. Quand on élève que le plafond, le plancher peut très bien rester au ras du sol.
Il me semble que c'est un des chantiers extrêmement importants à travailler. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile parce qu'il met dans notre société aux prises, je dirais, les camps qui ne sont pas forcément habituels. Il y a au sein de la gauche notamment des partisans acharnés du maintien de cette école de l'élitisme républicain. Il y a au sein de la droite, d'une partie de la droite modérée, des gens qui ont compris aussi les ravages que cette école-là faisait en termes démocratiques et en termes de reconnaissance. Deuxième hypothèse, ce que j'appelle la République de la défiance. Nous le savons, les historiens l'ont montré à plusieurs reprises, et notamment depuis la loi Le Chapelier pendant la Révolution, enfin, juste après, mais aussi ensuite, il y a dans notre pays une forme de défiance à l'égard des citoyens organisés. C'est comme si la République ne pouvait fonctionner que dans une relation unique, celle du citoyen individu avec la nation incarnant quelque part la République. Toute forme de corps intermédiaire est vécue comme une menace pour la République. Après, d'ailleurs, avoir été à d'autres époques une menace pour la monarchie. Mais une partie des républicains s'en sont arrangés et c'est une culture qui reste présente aujourd'hui dans les institutions publiques et, je dirais, dans la tête d'un certain nombre de responsables politiques. Un cap a été franchi en 2008. Il a d'ailleurs été peu relevé à l'époque par les parlementaires qui ont laissé un ministre d'importance, il était de l'Éducation nationale, à la tribune de l'Assemblée nationale déclarer, à propos d'une interpellation d'un parlementaire sur le fait que le ministère de l'Éducation nationale diminuait les aides qu'il accordait aux associations d'éducation populaire normalement, ce ministre a dit « On ne mord pas la main de celui qui vous nourrit. » On ne mord pas la main de celui qui vous nourrit. Enfin, il reconnaissait ce que d'autres pensaient tout bas, qu'on n'a pas effectivement à encourager l'initiative collective parce que cette initiative peut à un moment contester le pouvoir qui l'encourage. Drôle de conception de la démocratie. Un pas a été franchi. Les gaullistes précédents... Comment ? C'était qui ? C'était le ministre de l'Éducation de 2008, il s'appelait Darcos. Ce n'est pas un secret, puisque ça figure aujourd'hui partout. Voilà. Mais on peut imaginer que ce qu'il a dit était sans doute partagé par d'autres. Il me semble que nous devons aujourd'hui travailler, y compris au sein des associations, à une manière d'envisager autrement la place notamment de la vie associative dans le processus démocratique qui est à l'œuvre dans notre pays, ou tout du moins pour régénérer en partie la démocratie. Les associations ne sont pas exemptes de responsabilités dans les formes dans lesquelles elles sont installées aujourd'hui, notamment, mais avaient-elles le choix ? Les avoir installées dans des logiques d'appel d'offres, de mise en concurrence, de mise en marché, sur des pans entiers d'activités qui étaient pris en charge précédemment par l'action publique, que ce soit dans le domaine des protections collectives, de l'éducation parfois, de la culture, de la jeunesse, de la santé, les ont mis dans des situations d'instrumentalisation, de sous-traitance de l'impuissance publique, qui les fait aujourd'hui un petit peu être à l'étroit elles-mêmes dans leur propre vie démocratique. Elles y réfléchissent toutes. Et si vous allez sur les sites, ou si vous-même, j'imagine qu'il y en a, être militant associatif d'anciennes associations comme la mienne, ou de nouvelles associations émergentes, comme on dit, toutes s'interrogent sur une manière de concevoir autrement leur relation à l'action publique et au pouvoir. Et leur relation à l'économie, au sens évidemment pas du profit, mais d'une contribution à la richesse qui n'est pas une richesse monétaire, qui n'est pas une richesse matérielle, mais qui est une richesse de relations. Enfin, troisième hypothèse, sur cette idée que la République est une République, je dirais, qui a contribué à fabriquer une image de la France, qui est une image de la France qui a occupé sans doute une place, ne serait-ce que symbolique, importante dans le monde et qui est un peu déroutée par la place qu'elle a aujourd'hui, qui est importante aussi, 1% de la population mondiale, et 6e ou 7e puissance économique, comme on dit. Mais manifestement, c'est vécu par un certain nombre de nos concitoyens et instrumentalisé par un certain nombre de dirigeants politiques comme une forme de déqualification. Et à cette déqualification, la réponse serait qu'il faut se replier. Alors que nous voyons bien que de la même manière qu'à avoir une école consanguine, à avoir une république qui se méfie de ses corps intermédiaires, la France se prive d'oxygène, à avoir une France qui n'envisage comme avenir que le repli sur elle-même, on se prive d'horizon. C'est difficile pour un pays. Sans horizon et sans oxygène, on peut avoir toutes les institutions qu'on veut, on peut refaire la constitution de la Ve République, ça ne marchera pas. C'est la raison pour laquelle, moi, il me semble qu'à côté du débat sans doute nécessaire, mais sur lequel nous n'avons pas réfléchi collectivement, et je n'ai pas de parole autorisée pour
le faire, à côté du débat sans doute nécessaire sur les institutions, sur la Constitution. Si nous devions aujourd'hui, comme ça a été rappelé, considérer que la République est toujours inachevée, il ne faudrait pas oublier le terrain de l'éducation, de la culture et de la vie associative pour parvenir à ces fins-là. Merci. Donc on va peut-être en revenir aux questions constitutionnelles et à la façon pratique dont les institutions fonctionnent avec Isabelle Attard qui est au cœur du chaudron. C'est justement, merci Eric. Et effectivement, je voudrais vous parler en direct du chaudron, c'est exactement ça, pour vous donner des exemples concrets, vécus, de confrontation, de mise en opposition du législatif et de l'exécutif dans le cadre de la Ve République et expliquer en quoi on pourrait modifier le système dans une sixième République ou dans autre chose. Laissons ouvert le débat, là c'est un petit clin d'œil. Et c'est beaucoup plus parlant effectivement quand on vous donne des exemples. J'ai été chef de file pour le projet de loi sur la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche. Chef de file, c'est-à-dire responsable pour mon groupe, le groupe écologiste, des discussions, de la préparation des amendements par rapport au projet de loi tel qu'il a été fourni par l'exécutif, par la ministre Geneviève Fioraso à ce moment-là. On a apporté notre pierre à l'édifice en tant que pouvoir législatif, c'est-à-dire pouvoir d'amendement, de modification. On lui a réécrit sa loi en entier, en fait. Et au départ, les discussions étaient entre elle, ou son cabinet ministériel, classique, et moi et mes collaborateurs. Donc, discussion logique entre le Parlement et l'exécutif, entre parlementaires et ministres, pour améliorer, modifier, évidemment dans notre sens, ce premier jet tel qu'il était, ce projet de loi. Sauf que, au départ, oui, les discussions étaient entre elle et nous. Mais la discussion finale, le dernier rendez-vous, il était à l'Élysée. Il était avec M. Mérindol, conseiller de François Hollande sur les questions d'enseignement supérieur et de recherche, avec qui j'ai traité au téléphone dans les dernières minutes avant le débat parlementaire. Pas avec le cabinet de Geneviève Fioraso, avec M. Mérindol. La décision finale est bien venue de l'Élysée. Autre exemple. Discussion sur, on parlait de la loi refondation de l'école, qui, à mon avis, est plus que fade. Je suis gentille en disant que c'était fade comme refondation. C'est, disons que le moins pire des projets de loi qu'on ait pu étudier, en tout cas nous, à l'Assemblée. Dans le cadre de ce projet de loi, donc, vous m'entendez là toujours ? Oui. Parlementaires, Barbara Pompili et moi-même, et le ministère devant une question précise qui était l'exception pédagogique. Alors je ne rentre pas dans le détail, vous pouvez aller regarder ce que c'est et comprendre, c'est assez chiant. Donc sur l'exception pédagogique, on fait notre travail de parlementaire. Je travaille sur des amendements pour améliorer le projet de loi, pour faire avancer les choses dans le sens demandé par mon groupe et par la majorité des enseignants dans ce pays. Et les discussions avancent. On fait du bon boulot entre parlementaires et conseillers ministériels. Logique, normal, serein et sain. Tout ce qu'on attend en fait d'un élu, d'un député quand vous allez voter. Et vous vous dites, c'est normal que ça se passe comme ça. Ok, on se met d'accord et j'ai un de mes amendements qui est accepté par le ministère et je m'apprête à le voir voter allègrement par mes collègues dans l'hémicycle. Sauf que 5 minutes avant le vote, on voit arriver dans l'hémicycle la conseillère de l'Élysée. Et bizarrement, cet amendement qui faisait consensus entre le ministère de l'Éducation nationale, entre les conseillers qui ont travaillé avec nous, avec un bon esprit de construction, eh bien cet amendement est refusé.
qui a raison au final? Qui a le pouvoir? Le pouvoir exécutif, l'Élysée. C'est extrêmement important que tous, ici dans cette salle, et plus largement, que tout notre pays soit conscient du fonctionnement de cette Ve République et de son plutôt non-fonctionnement. Car là, j'ai été élue, d'accord, mais à quoi je sers? Si à chaque fois qu'on a l'impression de faire une avancée, qu'on a l'impression des accords, des points de convergence entre groupes parlementaires et ministères, c'est-à-dire exécutifs, tout d'un coup, on est interrompu, c'est annulé par une décision du pouvoir suprême, du Dieu sur terre, c'est-à-dire de François Hollande. À quoi je sers? Oui, on devient tous, très rapidement, je l'avoue, des députés godillots. Il y a dans... il suffit d'aller regarder sur le site internet de l'Élysée pour comprendre, il y a une 50aine de conseillers du président. Ils ont chacun des responsabilités très précises sur l'enseignement sup, la recherche, le pôle démocratique, la santé, tout. L'économie, les finances. Il y a en fait un deuxième exécutif en parallèle des ministres et de leurs cabinets qui leur sont propres. Vous avez strictement à l'Élysée. Et au final, qui l'emporte dans les arbitrages, ce sont les conseillers de l'Élysée. Mais en fait, pas vraiment. Parce que ça, ce serait encore trop simple dans le fonctionnement démocratique. Déjà, ce n'est pas joyeux quand je vous dis qu'on ne sert à rien, les ministres non plus, et que la décision finale revient à l'Élysée. C'est déjà assez glauque, mais je vais en rajouter une légère couche. Qui a finalement la décision? Qui prend la décision? Eh bien, c'est le lobbyiste, le chef d'entreprise qui a vu le président en tête-à-tête et par un gentil petite discussion qui est souvent du chantage à l'emploi, arrive à convaincre le président qu'il ne faut vraiment pas laisser passer l'amendement de Mme Attard parce que c'est une emmerdeuse, tout simplement, et qu'elle va mettre à mal l'industrie de l'édition dans l'éducation par son amendement. Donc attention, danger. La bonne idée du ministère co-rédigée avec les parlementaires, surtout c'est niette, et donc on diligente rapidement une conseillère de l'Élysée à l'Assemblée, discrètement dans les tribunes, parce qu'elle n'a pas le droit normalement d'être là, mais elle a une place à part, qui va pouvoir empêcher ce fonctionnement démocratique. Donc on comprend bien que tant qu'on aura ce doublon, ce gouvernement bis qui finalement prend les décisions et qui est à l'écoute des lobbies bancaires et de l'édition, les lobbies pharmaceutiques, les lobbies en tout genre, on ne pourra pas avancer. Et c'est cette hyper-présidentialisation dont on parlait au début qu'il faut absolument supprimer dans une 6e République ou autre chose. Bon, premier point. Et je ne vais pas continuer sur des exemples précis. Juste une anecdote. Quand vous avez aujourd'hui, on parle aussi dans tous les partis, enfin beaucoup, non je ne dis pas tous, beaucoup de partis ont réfléchi sur cette modification de la Constitution, sur cette 6e République. Eux parlent de 6e République. Et mettent en avant bien sûr aussi ce cumul des mandats. Cumul des mandats qui fait que nous avons des députés godillots qui obéissent à la demande que vient d'exprimer François Hollande, par exemple, de respect. Et pourquoi est-ce qu'ils obéissent? Parce qu'il y a la menace de ne pas être le candidat, on va dire socialiste, c'est quoi la majorité, donc je prends l'exemple, le candidat socialiste aux prochaines législatives. Et là, je rentre bien dans l'histoire du cumul dans le temps, qui est, à mes yeux, et je l'ai expliqué longuement à certains en meeting et autres réunions publiques, qui est, à mes yeux, beaucoup plus important que le cumul à l'instant T de plusieurs fonctions, même si ce n'est pas joli, mais le cumul dans le temps est encore pire pour nos institutions. Parce que c'est la carotte, parce que c'est ce qui fait que vous avez aujourd'hui un groupe de frondeurs, avec des énormes guillemets, qui pourraient, par leur nombre et leur motivation profonde, faire obstacle aux décisions de François Hollande aujourd'hui et exprimer peut-être leur vraie opinion à eux, socialistes, plutôt sur l'aile gauche du PS, certes, mais leur opinion divergente.
ils pourraient exprimer leurs idées. Mais quand je vais les voir, quand je vais voir leurs leaders et que je leur demande « Vous avez quoi comme projet là, pour la rentrée ? Comment vous allez vous constituer, en groupe, pas en groupe ? Vous voulez agir ? Vous voulez concrètement impulser une autre, faire changer le cours de la politique de votre président ? De quelle façon ?» Ils me disent « Ah non, attention, déjà, on a un congrès bientôt, première chose. Et deuxièmement, il ne s'agit pas de mettre en difficulté le gouvernement. » Alors je vous engage à regarder attentivement les débats. Alors je sais, ce n'est pas toujours très drôle, hein, les débats retransmis de l'Assemblée nationale. Même nous, on s'ennuie ferme. Mais vous verrez leur attitude qui est toujours la même. Ils attaquent, ils écrivent, rédigent des amendements assez costauds, assez lourds de sens dans la contestation du gouvernement en place. Et puis au moment du vote, bizarrement, ils ont envie d'aller aux toilettes. Ou bien, ça c'est juste pour quelques problèmes de prostate, après c'est on se tait ou on vote comme il faut. Et pourquoi on vote comme il faut ? Parce qu'il ne faudrait surtout pas mettre en danger Manuel Valls. Ce n'est pas une lubie de mon esprit qui vous dit ça, c'est texto, la parole des frondeurs. Il ne faudrait surtout pas mettre en danger Manuel Valls, qui pourrait être le prochain chef de l'État, et donc qui sera responsable de leur nomination à être candidat aux législatives de 2017. Donc n'attendez pas grand-chose des frondeurs. Ils auraient déjà pu, avec beaucoup de courage et un peu de... se constituer en groupe parlementaire et faire la bascule et faire pression pour que le programme de François Hollande, auquel on a quand même un petit peu cru avec l'ennemi c'est la finance, que ce programme puisse être vraiment appliqué et non pas complètement affadi, et je suis gentille en disant affadi, et complètement détourné par le gouvernement actuel. Voilà. Merci. Donc juste une phrase pour terminer, pour passer la parole à notre dernier invité. Il y a des modifications à faire de la Constitution, c'est évident. C'est évident. On ne peut pas conserver aujourd'hui, en 2014, une Constitution écrite en quelques semaines, en 1958, dans des conditions de crise, de menaces de putsch militaire, écrite pour un seul homme, pour correspondre à l'idée et à l'idéologie d'un seul homme qui était De Gaulle. On ne peut pas continuer à travailler et à exercer un pouvoir serein. Je voudrais servir à quelque chose. Mes collègues députés, je suis sûre, voudraient servir à quelque chose. On ne peut pas continuer à travailler dans un climat serein tant qu'on garde une constitution qui a été écrite pour être extrêmement temporaire et faire face à une crise majeure de notre pays et que cela dure depuis 60 ans. Nous devons prendre exemple sur d'autres démocraties européennes, telles que le modèle allemand, qui fonctionne, désolé pour ceux qui sont anti-allemands, mais bon, qui fonctionne quand même très bien. Quand vous avez des sommets internationaux, vous n'avez que la chancelière, vous n'avez pas le président de la République allemande. Pourquoi on serait encore les seuls à se présenter à des congrès, à des réunions sur le G8, le G20, etc., avec un Premier ministre et un président? On a l'air de quoi? On a l'air d'être obligé d'être deux pour diriger un pays, alors que les autres y arrivent tout seuls. Bon, peut-être un petit peu être un peu mature et sérieux dans notre modèle dans notre fonctionnement démocratique. Donc, modifions enfin une bonne fois pour toutes cette constitution qui a été écrite pour faire face à une crise majeure, mais qui était destinée à être temporaire. Imprégnons-nous du modèle scandinave, du modèle allemand qui fonctionne. Arrêtons de menacer également d'un retour à la 4e République et à l'instabilité des républiques précédentes, parce que les Allemands ont prévu la solution avec leur motion de censure constructive. Allez regarder un petit peu ce que c'est quand même très intéressant. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent modifier le gouvernement qu'en proposant un nouveau chancelier. Cette procédure, alors que vous avez un régime parlementaire qui a du poids, une proportionnelle à 50%, un système qui marche. On ne peut pas dire aux Allemands, vous avez un régime parlementaire sensible, risqué, qui met en danger toutes les 5 minutes ou tous les 9 jours, comme en France sur la 4e République, qui met en danger le gouvernement. Non,
Le cas de figure s'est produit que 2 fois dans leur histoire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Une fois, ça a raté. Les parlementaires n'ont pas réussi à s'accorder sur le nom d'un nouveau chancelier et n'ont donc pas réussi à changer le gouvernement. Et une fois, ils ont réussi et c'est Helmut Kohl qui est arrivé au pouvoir. Donc, on voit bien qu'il y a des moyens, qu'il y a des garde-fous, qu'il y a des possibilités pour modifier cette constitution qui, encore une fois, aujourd'hui ne correspond absolument plus à rien. Je vous remercie. Pour toutes ces propositions. Faut-il suivre le modèle allemand et plus généralement, comment s'en sortir? Vous avez écrit un livre sur le sujet. Il ne fallait pas y entrer. Ça marche, ça? Moi, je vous écoutais, madame. C'est très intéressant, vos exemples concrets. C'est très parlant. Parce que ce que vous décrivez ne pourrait pas se passer dans quelque pays que ce soit de l'Union européenne. C'est quand même extraordinaire. Nous avons des institutions que, comme chacun sait, tout le monde nous envie. Il nous les envie tellement qu'il n'y en a pas un pays qui les a adoptées. Comme d'ailleurs on les a depuis 60 ans, ils auraient pu dire « Oh, ça marche vachement bien en France, c'est formidable, c'est mieux que nous. » Peut-être. Aucun n'a eu une idée aussi absurde. Pour dire la vérité, il n'y a aucun autre pays d'Europe qui a ce système institutionnel. Aucun. Le seul système, mais il ne fait pas partie de l'Union européenne, qui a un système semblable à nous, c'est la Russie. Mais entre nous, en Russie, ça marche mieux parce qu'on sait absolument quel est le pouvoir du Premier ministre et que celui du président. De toute façon, en Russie, c'est le système qui est quand même excellent. Celui qui a le pouvoir, c'est le Premier ministre si c'est Poutine et le président si c'est Poutine. Ce qui est quand même au moins plus clair. En effet, c'est absurde. On ne sait pas qui préside. Ou plus exactement, on le sait, mais on fait semblant que ça ne soit pas ça. Avec naturellement les conséquences que l'on voit aujourd'hui. Finalement, quand l'Italie a été confrontée à un problème terrible, qui est la baisse de crédibilité de Berlusconi, grave perte de crédibilité, avec tout ce que ça pouvait comporter s'ils le gardaient, ils ont trouvé à l'intérieur du système institutionnel un moyen de trouver une solution au problème Berlusconi. Les Anglais ont trouvé une façon institutionnelle de trouver une solution au problème Blair, quand Blair était totalement cramé, ou Thatcher avant. Nous, on n'a pas ce système. On a une rigidité institutionnelle absolument terrifiante. Et c'est pour ça qu'en vous écoutant, j'ai dit il y a une façon de montrer qu'il faut passer à une autre forme de république, changer nos institutions. C'est qu'au fond, la solution aujourd'hui, ça serait de transformer François Hollande en reine d'Angleterre. Et ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une plaisanterie, parce qu'il y a 3 solutions. Le garder jusqu'au bout, le putsch, ou le transformer en reine d'Angleterre. Mais transformer en reine d'Angleterre, ça veut dire, puisqu'on, soi-disant, veut donner l'exemple de l'Union européenne, ceux qui nous disent à chaque fois qu'on fait une proposition « Ah mais attendez, ça ne correspond pas à la doxa européenne. Ah, vous ne pouvez pas faire ça parce que ça ne correspond pas à la normalité européenne. » Que les mêmes trouvent normal qu'on ait un système institutionnel totalement attentatoire, radicalement attentatoire à la normalité européenne est quand même extraordinaire. Si on veut montrer qu'on est européen, qu'on réfléchisse sur la façon d'adopter notre propre institution au modèle européen. Vous avez parlé, je pense que c'était assez juste parce que c'est très lié, vous avez parlé du scrutin électoral, qui est lié au système institutionnel. Parce que le système institutionnel est fait pour créer une bipolarité de plomb et que le système institutionnel est fait pour verrouiller cette bipolarité de plomb. Et vous avez fait allusion, d'abord à certaines perversités. Il faut quand même bien voir que ce système électoral,
c'est celui qui renforce l'absentéisme. On nous explique aujourd'hui, on a raison, quels sont les grands hommes d'État qu'il y a eu en France ces derniers temps, depuis 50 ans. Qu'on soit pour ou contre, on vous citera Mendès France, battu aux élections. On vous citera Mitterrand, battu aux élections législatives. On vous citera Michel Debré, qui avait un sens de l'État, battu aux élections. On vous citera Edgar Faure, c'est pas ce qu'il y avait de pire à droite, battu aux élections. En revanche, Balkany est toujours réélu. Oui, mais c'est typique. Car pourquoi il est réélu, Balkany? Vous savez pourquoi? Une des raisons. D'abord, parce que tout ce qui fait qu'il est un délinquant fait qu'en effet, il paye pour être réélu. Il vole pour distribuer. Donc, effectivement, dans ce système-là, où pour être élu, il faut 50 plus 1%, ça lui donne un avantage. Mais pour une autre raison, il ne met jamais les pieds au Parlement. Et ceux dont vous voyez dans la liste qui fréquentent le plus le Parlement, soit ils sont de Paris ou de la région parisienne, soit ils ne sont pas réélus, ou ils risquent d'être pas réélus. Parce qu'aujourd'hui, dans ce scrutin, dans ce système-là, évidemment, ne pas rater un vin d'honneur ou le bal des pompiers, c'est plus important que faire œuvre législative. Et vous le savez bien. Je vous citais des gens qui ont été battus. D'abord, vous citiez, monsieur, 1848. Et en vous écoutant citer 1848, je me prêtais à rêver. Et j'ai dit 1848, le Parlement 1848. D'abord, les gens s'y intéressaient, les gens vibraient. Déjà, il y avait l'âme de la France, il y avait le cœur de la France, il y avait la violence de la France, il y avait les haines de la France, il y avait les angoisses de la France. Tout était là, tout vibrait, tout rythmait à la dimension même de la France. La Révolution était au Parlement autant qu'elle était dans la rue. Mais il faut dire aussi que les députés, ils s'appelaient comment? Il s'appelait Lamartine, il s'appelait Victor Hugo, il s'appelait Edgar Quinet, il s'appelait Thiers, il s'appelait Guizot, il s'appelait Eugène Sue. Aujourd'hui, il s'appelle comment? Madame, vous êtes une exception dans vos qualités. Et d'ailleurs, ce n'est pas de leur faute. S'ils étaient trop bons, ils pourraient ne pas être réélus. Cela dit, il y a un exemple. Ça va vous faire rire, mais ça devrait vous faire pleurer. Qui aujourd'hui remplace ceux qu'ont été Jaurès, Clemenceau ou Barrès? Qui sont les orateurs qui portent la parole de la gauche socialiste, qui portent la parole de l'opposition de droite dont on a besoin? L'un, il s'appelle... D'ailleurs, on ne sait même plus comment il s'appelle. Il s'appelle Christian Jacob. Et je peux vous dire que si vous avez des complexes, que si quelquefois vous demandez quand même, est-ce que je ne suis pas un peu faible intellectuellement, je vous conseille de demander un rendez-vous avec Christian Jacob. Mais l'autre, excusez-moi, il s'appelait Xavier Leroux. Bruno Leroux. Si vous regardez dans une glace et qu'entre vous et la glace, il y a Bruno Leroux, vous voyez quand même dans la glace. C'est-à-dire que, franchement, on ne peut pas être plus transparent que Bruno Leroux. C'est Jaurès et c'est Clemenceau. Ou Barrès. Oui, mais c'est la conséquence d'un système. Il y a des gens de qualité, j'ai un peu exagéré tout à l'heure, il y en a. Mais ils n'ont qu'une chance dans ce système-là. Le fait que ça soit eux, pour la première fois dans l'histoire de la République, ce n'est jamais arrivé. Ce degré de médiocrité pour représenter la droite et la gauche, jamais on est arrivé à ce niveau-là. Et je crois qu'il faut réfléchir, et c'est une des conséquences. Vous parliez, et vous aviez raison, du problème du Front National au Parlement. Il est quand même extraordinaire que pour justifier ce scrutin, ce système de scrutin électoral, on ait pu oser nous dire il a quand même un avantage, c'est que même avec 19%, le Front National n'a pas de député.
je trouve quand même effarant qu'on considère comme seul mérite d'un scrutin électoral qu'il permet qu'on n'ait pas de député même quand on ait beaucoup de voix. Outre que c'est choquant intellectuellement, ou alors on dit je veux un système, c'est clair, qui fait en sorte que tous les gens que je n'aime pas soient interdits de représentation. Moi c'est clair, c'est net, mais on n'appelle pas ça le suffrage universel. Outre que c'est choquant pour un démocrate, c'est choquant à tout point de vue, parce qu'entre nous, ah c'est formidable, il n'a pas de député, mais attendez, il a 19%, vous auriez mieux fait faire en sorte qu'il n'ait pas 19%, qu'il ait 8, qu'il ait 6, qu'il ait 3, que vous disiez c'est formidable, il est 19%, mais il n'a pas de député, quelle honte, à tout point de vue, et parce qu'il a 19%, et parce qu'il n'a pas de député. Mais en plus, et vous l'avez justement remarqué, d'abord, quand on dit ce parti est hors de l'espace républicain, on est vachement fort pour dire ça, dans la mesure où, en effet, on a inventé un système où, avec 19%, on n'a pas de députés. Ça ne nous met pas dans une situation extrêmement forte d'un point de vue républicain. Mais il n'a aucune responsabilité. S'il avait 30 députés, 35 députés, on verrait bien qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. On verrait bien qu'ils se bouffent les nœuds entre eux. On verrait bien qu'il y a un clivage absolument terrible entre eux. On verrait bien que leur vote ne correspond pas à leur programme. On verrait bien qu'il y a une contradiction et que derrière leur langage, il n'y a rien de concret. Mais là, rien. On leur a fait ce cadeau formidable. Ils ont 19%, ils n'ont pas de députés. Mais c'est merveilleux, quelle invention. Et du même coup, ils sont irresponsables. Ils ont la force de la représentation, parce que tout le monde sait qu'ils ont 19%, mais en même temps, ils sont totalement irresponsables. C'est quand même effarant que d'avoir accepté ce système-là. Et donc, vous aviez raison, je trouve, de le remarquer. Un système, entre parenthèses, où 80% des députés, non 90 d'ailleurs, je crois, ne représentent plus que 37% des citoyens, ça interpelle. Comment on peut se satisfaire de cela? Et comment on peut se satisfaire de ça si demain il faudra lutter en effet sur les partisans de la République contre leurs adversaires? J'ajoute une chose. Je vous demande d'y réfléchir. Cet argument dont unanimement ici que nous rejetons, qui est formidable, ce scrutin permet que le Front National n'ait pas de député. Cet argument-là, oui, il n'a pas de député, ou deux, à 19%. Mais le propre du scrutin majoritaire, c'est qu'à partir d'une barre, ça se retourne complètement. Et qu'à 22, il les a tous. J'exagère, mais énormément. Beaucoup plus que le nombre de députés auquel il a droit. Imaginez qu'on vote demain avec ce scrutin et selon les résultats ou avec un résultat proche que les résultats des élections européennes. Proche. Ou même en admettant que c'est corrigé et que l'UMP, s'ils ont un président de la République, fasse plus que le Front National. Eh bien, vous avez un risque d'avoir un résultat, vous ne le croirez pas au moment où je vais vous le dire, mais réfléchissez-y, si on ne corrige pas. On risque, dans l'atmosphère actuelle, d'avoir un résultat avec près de 300, 330 députés UMP, 150 députés Front National et 50 députés de gauche. Je vous jure que c'est une possibilité avec ce scrutin-là sur la base des sensibilités de l'opinion telles qu'on les connaît aujourd'hui. Vous avez employé un mot auquel je suis très sensible, qui est le mot alternative. C'est-à-dire que sortir de ce système qui est dévalorisé dans la tête des gens, à savoir qu'on vote pour une alternance, pour montrer qu'on va au-delà d'une alternance, qu'on vote pour un projet. Ce qui est terrible dans ce qu'on vit aujourd'hui, c'est non seulement, on a bien vu les résultats ric-rac et les abstentions, c'est non seulement qu'on n'a pas mobilisé sur un projet, et que de justesse, le candidat Hollande a été battu sur un pur projet d'alternance, c'est-à-dire on ne veut pas l'autre, on veut le remplacer. Et que donc, non seulement il y a eu un résultat ric-rac avec un manque de projet et un manque de mobilisation, simplement avec un programme électoral d'alternance, mais en plus, comme vous le disiez, dans la mesure où ce programme
électorale d'alternance, c'est le contraire en matière économique et sociale qui correspond à la politique que l'on suit. Je ne vous dis pas sur quelle base sociale s'appuie aujourd'hui un gouvernement. Bien sûr qu'il faut absolument un projet. Et vous disiez que ce prix Nobel, vous le disiez tous les deux, mais ça m'a frappé, doit dépasser le binarisme. Je crois que c'est fondamental aujourd'hui. Parce que quand, par exemple, vous parlez en même temps de productivité, et en même temps qu'on ne peut pas asseoir toutes les recherches de gains de productivité sur une remise en cause du coût du travail. C'est fondamental. Je dirais même que c'est même le cœur d'une réflexion aujourd'hui. Sauf que toute pensée binaire, y compris dans la tête des gens, fait que le concept de coût du travail s'oppose à le coût de productivité et le concept de productivité au concept du coût du travail. D'ailleurs, on pourrait élargir. Une des folies de ce gouvernement, comme des gouvernements d'ailleurs antérieurs, c'est au lieu de faire un ministère justice et sécurité qui correspond à une synthèse du rapport entre justice et sécurité, on a mis un ministre de la sécurité sécuritaire et un ministre de la justice libertaire, c'est-à-dire qu'on a organisé leur opposition, ce qui est terrible, ce qui est une pure folie. On ne doit pas opposer sécurité et liberté. La sécurité, c'est la liberté du plus pauvre. Mais en même temps, une politique qui ne prend en compte que la sécurité, c'est la Syrie de Bachir el-Assad. Il est évident qu'il n'y a pas de politique qui marche sur deux jambes sans intégrer et la demande de sécurité et la demande de liberté. Même chose sur cette absurdité qui est est-ce qu'on fait une relance par l'offre ou une relance par la demande. Outre que toute la propagande électorale des socialistes pour être élus a été de refuser la relance par l'offre au nom de la relance par la demande et que finalement ils ne font qu'une relance par la demande. Donc je voudrais bien savoir ce qui va se passer aux prochaines élections, par l'offre. Je voudrais bien savoir ce qui va se passer aux prochaines élections. Je voudrais bien savoir ce que les députés sortants vont dire quand leurs électeurs vont dire « Mais attendez, j'ai votre déclaration là, c'est écrit là, et alors je vote pour qui là ? Vous me demandez de revoter pour vous, mais je vote pour celui qui m'a dit ça ou je vote pour celui qui a dit le contraire ?» C'est un problème auquel on va être confronté. Mais l'opposition est absurde. Qu'est-ce que c'est que booster une offre s'il n'y a pas de demande? Au fond, qu'est-ce que ça a été que la crise de 29? On n'en a pas là. Mais la crise de 29, c'est une offre qui était excédentaire par rapport à une manque de demande. Mais en revanche, c'est vrai que si on offre, on booste une demande, mais qu'il n'y a pas d'offre, alors on a un creusement formidable de notre déficit extérieur. Il n'y a pas le binarisme du choix de l'offre et de la demande est absurde. Le binarisme, est-ce qu'on fait des économies ou est-ce que l'on fait de la relance ou des investissements? Mais enfin, si on veut réduire un équilibre budgétaire, n'importe qui est dans une entreprise, n'importe qui, comme tu l'es dans une entreprise, n'importe qui même un commerce, c'est qu'il y a deux façons de rétablir un équilibre des finances publiques. L'un, c'est les économies, mais l'autre, c'est les recettes. Et vous pouvez faire toutes les économies que vous vouliez, si parallèlement vous asséchez les recettes, à mesure même que vous avez fait d'économies, c'est asséché en même temps que les recettes. Et donc, il se passe ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve quasiment avec le même déficit. La leçon, elle est tout à fait claire. Donc, évidemment, il faut dépasser ce binarisme. Mais au-delà de dépasser ce binarisme, il faut aussi peut-être se réfléchir sur l'organisation de la bipolarité elle-même. Moi, on me dit... Aujourd'hui, dans un système, je jette cette idée parce qu'elle va contre peut-être ce que pensent un certain nombre de gens ici, peut-être. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est le choix, c'est entre un gouvernement de gauche et un gouvernement de droite. Je veux bien au niveau du concept. Donc, un gouvernement d'union de la droite ou un gouvernement d'union de la gauche. D'ailleurs, si la droite gagne, elle devra faire un gouvernement d'union de la droite. Front National, je ne sais pas. Tout le monde sait que même si on prend l'UMP, sur pratiquement tous les grands problèmes, il y a des désaccords fondamentaux. Sur la politique étrangère, sur l'Europe, sur l'économie, sur la relance, sur tout. Et tout le monde voit, c'est même pas qu'on le sait, tout le monde voit qu'à gauche, dans l'ensemble de la gauche, sur des problèmes fondamentaux, il y a des désaccords absolument majeurs. Et donc, qu'est-ce qui est le plus cohérent? De réunir 100 projets simplement sur un concept d'alternance pour virer les autres.
un gouvernement d'union de la gauche où tout le monde est en désaccord et de toute façon, comme il n'y a pas d'alternative, on gère à la petite semaine. Ou un gouvernement de droite, ils sont en désaccord total et ils vont gérer absolument. Ou sur un projet, sur un vrai projet, sur un projet de transformation, sur un projet de changement réel et pas simplement de la politique, mais évidemment de la société, de modèle de société, de réunir tous ceux qui sont d'accord avec ce projet d'où qu'ils viennent. Et donc, qui sont d'accord sur une direction, qui sont d'accord sur un objectif. Personne ici peut me dire quelle est la direction. Personne ici peut me dire quel est l'objectif. Personne ne peut me dire aussi quelles sont les perspectives. Vous pouvez me dire, c'est pas mal ce qu'ils font, ou je suis d'accord avec ça, ou ça on ne peut pas faire autrement. Ça on peut. Mais on ne peut pas dire je sais quelle est la direction, je sais quel est l'objectif, je sais pourquoi ils le font, ou je sais quel est leur modèle de société, quel type de société ils veulent construire. Cela, ils ne le peuvent pas. Il est évident qu'il faut, donc je vais conclure un projet de société. Ils le font. Moi, je pense personnellement que il y a un vieux... de toute façon, il faut pas hésiter à répéter toujours la même chose. Et d'ailleurs, quelqu'un qui ne répète pas toujours la même chose, c'est quand même extrêmement dangereux et inquiétant. On en connaît quelques-uns. Je dirais même que les gens qui d'une façon décisive, s'imposent à dire le contraire de ce qu'ils ont toujours dit avant, on en connaît trop. Et donc, pour conclure, je voudrais dire quelque chose que j'ai dit 1000 fois et que je redirai 1000 fois. Absolument. Il y a eu ce mot, oligarchie financière. C'est que... on a essayé un système qui a mis l'État au centre de tout et qui a fait faillite sous toutes ses formes. Il ne faut pas se raconter de blagues. Pas simplement sous la forme soviétique ou sous toutes ses formes. On l'a remplacé par un système qui a mis l'argent au centre de tout et qui est en train de faire faillite sous toutes ses formes, moralement, intellectuellement, culturellement, vous l'avez dit, économiquement, socialement. Et si, malheureusement, j'ai plus l'âge, mais je pourrais dire à des gens de 30-40 ans, vous vivez une période formidable. Vous avez une chance formidable. Moi, je n'ai pas eu cette occasion, aussi peut-être d'autres n'ont pas eu l'occasion. Ça arrive combien? 3 fois par siècle, 2 fois par siècle. Vous avez cette occasion formidable qu'il va falloir inventer autre chose, qu'il va falloir imaginer autre chose. C'est-à-dire... imaginez quelque chose, une autre centralité. Il y a des gens qui ont fait la révolution, ils ont mis le Parlement à la place du roi. C'est une révolution démocratique. Il y en a d'autres, ils ont mis 3 millions de petits propriétaires à la place des aristocrates. C'était la révolution libérale. Il y a d'autres qui ont mis la plus-value du capital à la place du profit de la terre. C'était la révolution industrielle. Il y a d'autres qui ont mis le couple à la place du mâle tout seul. C'était le début de la révolution féministe, etc. Et vous avez cette possibilité qu'aujourd'hui, là où a fait faillite la centralité de l'État, la centralité de l'argent, vous pouvez mettre l'humain au sens large, au centre. Eh bien, il est quand même inconcevable. C'est cette révolution qu'il faut faire. Je trouve extraordinaire que des gens qui, à 68, voulaient faire la révolution alors que ce n'était pas nécessaire, que c'était absurde, qu'il y avait du progrès. Absolument. Chaque année, il y avait du progrès social. Chaque année, il y avait du progrès dans les salaires. Chaque année, il y avait quelque chose de plus. Et ils voulaient qu'on fasse la révolution, alors qu'on voyait bien en face ce que certaines révolutions avaient donné. Eh bien, ces gens-là, aujourd'hui, ils ne veulent plus faire la révolution, alors que c'est nécessaire. Alors que c'est aujourd'hui qu'il faut la faire. Merci. Merci. Voilà ma conclusion. Absolument. C'est qu'il faut casser le système institutionnel qui nous empêche de casser les clivages pour pouvoir regrouper sur un projet qui soit vraiment un projet de transformation qui met l'humain au centre. Merci Jean-François Kahn. Alors, l'égalité du temps de parole n'a pas tout à fait été respectée, mais ça s'explique. Alors, il nous reste quand même une vingtaine de minutes pour que la salle réagisse, interpelle, questionne. Je propose de prendre des rafales de 3 questions. Il y a déjà un bras qui s'agite tout au fond. 2 et 3. Voilà, celui qui est tout au fond qui veut absolument prendre la parole en premier, après quoi nous aurons un deuxième et un troisième. Félicitations, parfois c'est difficile de susciter des questions.
je vais essayer de faire synthétique, rapide hein, pour que la parole puisse circuler. Bon, moi j'ai entendu des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Hein. Je ne vais pas prendre le temps de les débattre contradictoirement, hein. Mais il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Bon, je pense que dans la salle, c'est également le cas pour d'autres personnes qui sont là. Oui, je viens au fait. Merci, monsieur. Je viens au fait. Je rajouterai un point par rapport à ce qu'a dit la personne qui représente l'éducation populaire. C'est que ça fait 30-40 ans qu'on voit toujours les mêmes, hein, qu'on entend toujours les mêmes. Et que ce soit politique ou ailleurs, c'est toujours les mêmes. Et donc, effectivement, à un moment donné, ça se répète inlassablement, ça se répète. Et donc, du coup, on n'a plus la possibilité d'avoir une rupture et du changement. Parce que le changement passe aussi par le changement des individus qui, à un moment donné, prennent la parole, posent des actes. Voilà. Ensuite, et après je m'arrête, hein, je ne vais pas trop prendre du temps. À l'heure qu'il est, M. Kahn nous dit personne dans la salle pourrait nous dire vers où aller. Moi, je pense qu'on peut tout simplement dire vers une 6e République, vers une 6e République, et lui donner du sens, du contenu, à l'heure qu'il est. Et on a tous les éléments, que ce soit intellectuels, politiques, culturels, pour donner du sens à une 6e République. Après, ça implique qu'il y ait une participation, pas uniquement des élites entre guillemets, hein, je mets volontairement des guillemets, parce qu'actuellement, ce n'est pas vraiment des élites, hein, c'est autre chose, qu'il y ait une participation démocratique, populaire. Et nous avons un exemple juste à côté, en Espagne. En Espagne, actuellement, il y a le mouvement social des indignés qui a réussi un grand exploit. En l'espace de 4 mois, ils ont réussi à envoyer 7 eurodéputés au Parlement européen. Et alors qu'il est, Pablo Iglesias, qui est le porte-parole, fait des discours au sein du Parlement européen qui sont exemplaires. Très bien. Alors, une deuxième question sur ma gauche. Il y avait quelqu'un au fond, mais qui ne lève plus le bras. Donc, oui. Ben alors on prend monsieur qui est ici à ma droite, et qui aura bientôt le micro. Est-ce qu'il y a des outils démocratiques pour faire en sorte qu'aux prochaines élections, qu'avant les prochaines élections, on ne se retrouve pas encore dans cet aspect binaire des choses, de devoir faire entre la peste et le choléra? Est-ce qu'il y a des moyens? Ou alors non, le seul moyen, c'est la rue. C'est la rue pour changer de constitution ou pas. Maintenant, aujourd'hui, on est en 2014, les prochaines élections, c'est 2017. Si on ne veut pas retrouver ce contrat dont vous parliez, ce contrat de politique qui n'en est pas un, puisqu'on nous fait des promesses, évidemment, à chaque élection. Et là, maintenant, on est au maximum, c'est-à-dire des promesses qui ne sont pas tenues et qui sont tenues au contraire. Donc, les programmes existent, ils sont déviés de leur sens ou ils sont contredits par le pouvoir en place. Donc, ma question, y a-t-il des outils démocratiques qu'on peut mettre en place d'ici 2017 pour changer cette constitution? Merci. Troisième et dernière question de cette première rafale. Peut-être une dame là-bas, deuxième rang. Oui, tout à fait. Diane, vas-y. Pour en finir avec la 5e République, qui était le débat de cet atelier. Excusez-moi d'être un petit peu vindicatif. Merci. Donc, première question, toujours les mêmes. Faut-il aller vraiment vers une 6e République, le dire clairement? Et quel exemple pouvons-nous tirer des indignés? Peut-être Isabelle Attard pour commencer. La première question, c'était un peu, on a les moyens, si je résume, c'est on a les moyens intellectuels, etc., de donner du contenu à cette 6e République. Donc comment on fait pour y arriver? Et quand vous prenez l'exemple de l'Espagne qui réussit avec les indignés, etc., moi je pense qu'il faut regarder le terreau français. Quand on parlait tout à l'heure de l'hyper-présidentialisation, de la proportionnelle qui reste en France accrochée au souvenir de 86,
pas un bon souvenir, etc., etc. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que la population, là je ne parle plus des intellectuels, je parle de ceux qui vont voter pour cette 6e République, pour cette modification. C'est est-ce que notre pays, est-ce que les Français, les électeurs sont prêts à cette modification en profondeur de la Constitution? Et vous prenez l'exemple de l'Espagne, mais l'Espagne a une grosse différence avec nous, c'est qu'elle n'a que 20% par exemple de députés cumulards, contre 83% en France. Ces chiffres-là, ce sont les mêmes qu'on peut retrouver, on va dire, en Allemagne, 24% de cumul, ou avec des meilleurs exemples, le Royaume-Uni avec 3%, l'Italie avec 7%. Ah, on peut railler l'Italie autant qu'on veut, sauf qu'en Italie, le cumul est interdit. Donc il y a un terreau, si vous voulez, à ce que ça prenne cette idée de modification de la Constitution, parce qu'on a déjà une situation sur le terrain qui est différente. Nous, est-ce que ça marcherait? Est-ce qu'on va arriver à convaincre notre voisin qu'il faut arrêter de voir l'élection présidentielle comme le Graal et comme l'élection majeure en France, où on voit bien qu'on a une participation monstre? C'est-à-dire qu'on a un terreau à modifier en profondeur pour modifier ces institutions, parce qu'on ne va pas réussir. Et donc quand on parlait ensuite, et je réponds tout de suite à l'autre question, des outils pour convaincre, il y a la rue, oui, et puis il y a la langue. Et il y a la langue, pourquoi? Parce qu'à nous de faire de l'éducation populaire, à nous d'expliquer comment ça marche, à nous d'expliquer à notre voisin, notre famille, etc., qu'on a un système qui marche comme ça, que c'est pourri, qu'on pourrait faire mieux et qu'il suffit d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe ailleurs pour que ça se passe mieux. Donc les outils, on a du basique à disposition et en cas d'échec, on a la rue, je suis d'accord. Voilà. Jourdain Vaillant. Oui, tout à l'heure, on parlait d'offres et de demandes. Et donc, Sam, Diane, on a quand même à Nouvelle Donne un projet de mettre sur le marché politique une nouvelle offre. Donc, notre charte éthique, c'est pas une blague. Si quelqu'un est élu grâce à Nouvelle Donne, mais ça, il faut quand même le dire et le répéter encore et encore, il pourra jamais faire plus de 2 mandats. Et ça, c'est unique. Et c'est que chez nous. Moi, par exemple, j'ai 20 ans, on me dit « Ouais, tu fais de la politique, tu veux faire carrière ?» Ben, je dis « Impossible. Le parti dans lequel je suis engagé, quand bien même je serai élu une fois, je ne pourrai pas être élu 2 fois, ce sera tout simplement impossible. » Et ça, on le met sur le marché politique, électoral. Il n'y en aura plus qu'un. Deuxième chose, la charte éthique, de toute façon, elle existe déjà. Et puis, le modèle de société, il faut pas non plus nier qu'on n'a pas commencé à l'élaborer. Monsieur Kahn, peut-être que vous ne l'avez pas tout lu et tout vu. Possible. On a par exemple mis sur la table un constat qui est partagé par aucun des partis de gouvernement. C'est que par exemple, on ne peut pas penser, recréer de l'activité, refaire un contrat social, c'est ce que pensent les autres, sans attendre la croissance. Et ça, c'est un véritable projet de société, parce que de là découle, et beaucoup de gens le savent ici, un ensemble programmatique, idéologique, démocratique, qui est capable de proposer un nouveau projet de société. Et au-delà des propositions déjà existantes, le simple fait qu'il soit possible pour un adhérent, un sympathisant ou quelqu'un qui est curieux comme ça, de construire un programme et des propositions, si ça, c'est pas un projet, on se demande ce que c'est. Donc voilà. Ah, je vais répondre aussi. Moi, je vais faire une petite remarque un peu pessimiste qui rejoint un peu l'exposé que j'ai fait concernant l'oligarchie financière. Tu as dit, il y a la langue, mais malheureusement, il y a les oreilles et il y a ce qu'on entend. Et je pense qu'une des erreurs fondamentales a été de privatiser toutes les radios, toutes les télévisions. Et qui s'est emparé des télés et des médias? Lagardère, Bouygues, Arnaud, Pinault, Bolloré et toute l'oligarchie financière qui est constituée. Donc je crois qu'il faut tenir compte de ce contrepoids, de ce contre-pouvoir qui paie aussi les lobbying. Il ne faut pas oublier que c'est, quand je dis eux ou les autres, parce que je ne cite pas des noms, ça peut être L'Oréal, ça peut être, enfin, etc. Donc je crois que dans le combat que l'on mène, il faut tenir compte de ce facteur de contre-pouvoir de l'oligarchie financière. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut en même temps le neutraliser aussi, en même temps qu'on construit la démocratie sur une nouvelle constitution. Merci.
prend une deuxième rafale de questions. Alors, il y a déjà une personne en premier rang, monsieur, premier rang. Au premier rang. Oui, il y en a 3, donc il y en aura... Alors, c'était pas le premier rang, mais qu'importe. Allez-y, et puis on... Oui, bonjour. Pour respecter la parité, effectivement, un homme et une femme avant, si une femme veut commencer avant moi, il n'y a pas de souci. Je cède la place. Bon, non. Essayez d'être assez... Ah, pardon, je vais... Peut-être idiote, mais c'est basique. Pardon, plus près, ça va comme ça? Oui. Donc, dans notre 5e République, qui a le pouvoir de décider de créer une 6e République? L'exécutif, le législatif, le peuple. Et qui aurait le pouvoir de l'écrire? Ou les pouvoirs? Quels seraient les pouvoirs qui pourraient l'écrire? Ça, je crois que c'est la question fondamentale. Sinon, on n'avancera pas. D'accord, donc monsieur, si vous voulez maintenant. Merci. Oui, alors, une question qui commence par un constat, et j'adore me faire l'avocat du diable, puisqu'on parle de la nouvelle constitution potentielle. La plus belle femme du monde n'a que ses beaux yeux à ouvrir. Parce qu'on a un tigre dans le moteur, si on a un arrêt au volant, ça ne va pas fonctionner mieux. Quelles que soient les institutions qu'on va avoir, ça va être ce que les gens qui sont aux manettes vont en faire. Donc on peut faire une 6e, une 7e, une 8e République, on peut faire une monarchie, on peut faire ce qu'on veut. À partir du moment où les gens qui vont utiliser cet outil ne vont pas jouer le jeu, ça va être compliqué. Voilà, alors à partir de là, je dirais qu'avant de réformer peut-être foncièrement la Constitution, quoique elle a peut-être besoin d'être réformée, après tout, on peut changer tous les 60 ans, c'est pas important. Est-ce qu'il ne faudrait pas avant tout travailler sur nos hommes politiques qui, eux, ont le privilège de pouvoir dévoyer le système à tout moment? Alors, que ce soit le cumul des mandats, soit... Il ne faut pas aussi oublier le cumul des fonctions et peut-être le suivi d'une carrière politique. Parce que quand vous êtes ami dans un grand parti et que vous n'êtes pas réélu, il ne faut pas s'inquiéter. On les a cités, que ce soit les Bolloré ou les grands corps de l'État, trouvent toujours une place à ces gens-là pour les recaser quelque part. Donc avant de retrouver des Marat, des Robespierre ou des grands hommes d'État, il faudrait peut-être encadrer un peu mieux le statut et le parcours de nos hommes politiques avant d'imaginer autre chose. Voilà, c'est une question comme ça. Et alors, madame, je crois, avait levé le bras. Voilà, vous, voilà, qui était quelques rangs dessus. Alors, moi, j'ai bien entendu parler de révolution. Je suis assez d'accord parce que moi, ça fait 20 ans que je l'attends, cette révolution. Seulement, je constate, et je ne veux pas vous porter injure, c'est qu'on n'est pas une majorité, il n'y a pas une majorité de jeunes dans l'Assemblée. Je suis militante dans un syndicat depuis 30 ans et je suis désespérée de voir que les jeunes désertent les syndicats. Et ici, les jeunes ne sont pas en majorité. Or, excusez-moi, mais en 68, ce sont les jeunes qui ont commencé la révolution. D'ailleurs, dans la plupart des révolutions, ce sont les jeunes qui démarrent. Et comme il a été bien dit aussi, c'est vrai que les médias sont quand même, noyautés par les entreprises privées. Si on veut trouver les jeunes, il faut aller sur les réseaux sociaux. C'est là qu'on peut les trouver. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que va faire Nouvelle Donne pour donner envie aux jeunes de venir et de changer et d'avoir envie de changer cette société? Parce que c'est ça qu'il faut faire en fait. Il faut la changer, cette société. Il faut la réinventer. Alors que peut faire Nouvelle Donne? Parce que ce n'est pas par les médias actuels qu'on pourra faire entendre cette parole. Voilà, je vais peut-être donner la parole à celui qui est le plus jeune de notre panel. Et après, on va passer aux autres questions plus institutionnelles sur la constituante. Oui, brièvement, je ne prétends pas du tout représenter qui que ce soit. Et
il y a aussi un autre écueil, c'est peut-être ne pas tomber dans le jeunisme sur le simple fait qu'on ait moins de 30 ans, qu'on soit capable de tout. Mais attendez, c'est une simple réserve avant de répondre à votre question. Deuxième fait, c'est que les réseaux sociaux sont certes un espace, mais ça ne veut pas dire que j'ai 20 ans, que je ne vis pas la réalité avec, je ne sais pas, n'importe quel niveau de vie. Voilà. Troisième chose, en tout cas, dire que les réseaux sociaux ne font pas tout non plus, le jeunisme et les réseaux sociaux. Voilà. Pour finir, et pour répondre très concrètement, pour intéresser les gens, alors ce que fait Nouvelle Donne, ça je peux vous le dire, en tout cas les gens de mon âge, on a simplement décidé de créer, sans tomber justement dans ces écueils du jeunisme, une antenne faite pour les moins de 30 ans, qui soit comme dans les autres partis, pour faire un micro-parti à nous qui finalement n'aurait aucune influence avec un grand parti. Le but n'est pas là, mais nous, à 20 ans, on est tous dans un comité local. Pour la plupart, on est dans des commissions thématiques qui vont se lancer à partir de septembre. Donc ça veut dire qu'à 20 ans, 25 ans, 30 ans, mais encore à 85, 90, tout ça, on participe. Je pense qu'il y a une chose à laquelle on doit penser, c'est que pour faire quelque chose concrètement, il ne faut pas espérer, parce que si on espère, c'est comme dans les 30 dernières années, espérer, c'est échouer. Mais agir, c'est créer, c'est rendre quelque chose de concret. Donc la participation, et ce n'est pas une histoire de réseaux sociaux, c'est une histoire d'intelligence collective. Je pense qu'une organisation comme Nouvelle Donne propose ça, et je pense que pour l'instant, à un niveau politique, on est les seuls à le faire. Donc une première réponse en mettant des réserves sur une révolution, c'est des jeunes sur des réseaux sociaux, vous voyez, c'est pas suffisant, vous voyez, simplement. Absolument. Mais alors, justement, nous on a un groupe, le groupe Campus, c'est un groupe d'étudiants, mais c'est en rien un groupe exclusif, c'est un simple, comme l'équivalent d'un comité, si vous voulez. Mais quand on est jeune, on est d'abord dans un comité géographique, et c'est par là qu'on travaille dans les commissions et voilà, dans Nouvelle Donne. Voilà, merci. Alors il y avait une deuxième question qui était double en fait. Est-ce qu'on fait un peu trop d'institutionnel ensuite, comment on fait si il faut écrire quelque chose? Et Jean-François Kahn souhaitait intervenir. 5 minutes au plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a dans l'opinion, il n'y a pas de sondage, je ne sais pas, mais encore s'il doit y en avoir. Dans l'opinion, aujourd'hui, il y a une énorme majorité en faveur d'une réforme institutionnelle fondamentale. Une énorme majorité. Mais d'abord, on ne demandera pas aux gens leur avis. En revanche, il y a un consensus médiatique contre toute réforme institutionnelle énorme. S'il y a un consensus médiatique, c'est bien en faveur du scrutin bipolaire, du scrutin majoritaire, du fait qu'on ne doit pas transformer les institutions. Le consensus médiatique, il est très très fort. La deuxième remarque, c'est qu'il ne faut pas se raconter de blagues. Une réforme institutionnelle, elle est absolument nécessaire. Elle est la condition de tout le reste. Elle n'est pas suffisante, mais elle est la condition de tout le reste. Or, une réforme institutionnelle, il n'y a pas un seul cas et un seul exemple où elle se soit faite à froid. Jamais. Jamais les gens se réunissent froidement, le Parlement, etc. Ça n'arrive jamais. C'est toujours la conséquence d'une crise politique majeure. Ça a été le cas en 1958. Bon. Et donc, oui, il faut le faire, et pour le faire, il faut contribuer à créer une crise politique majeure. Voilà. Alors la conclusion, parce qu'on arrive au terme de notre heure 45, la conclusion. Donc la question sur changement de constitution, comment on fait, comment on s'y prend, est-ce qu'on change d'abord les hommes politiques pour qu'ils mettent en place une 6e République ou autre chose, ou est-ce que c'est la rue qui va faire la révolution, etc. Je voudrais juste dire que notre rôle, et ce qu'on a prouvé dans les premières chartes de Nouvelle Donne, Jourdain commençait à en parler, mais c'est de mettre des garde-fous. C'est crucial. C'est-à-dire que oui, qu'est-ce qui nous garantit qu'un élu Nouvelle Donne ne va pas tomber dans la joie du cumul des mandats au bout de 5-6 ans, grisé par le pouvoir, grisé par l'argent, etc. Enfin, non, pas par l'argent, par le pouvoir. Donc,
Et pour ça, c'est uniquement des garde-fous. Et quand je parle de garde-fous, c'est par exemple de s'engager, de faire signer une charte, comme tous les candidats aux européennes ont dû signer à s'engager contre le cumul des mandats dans le temps, à l'instant T, par rapport au reversement de leurs indemnités, etc., etc. Et je peux vous garantir que quand vous vous engagez et que vous signez quelque chose qui vous contraint ensuite à payer, à repayer de votre poche et à être sanctionné, c'est lourd. Vous faites attention à ce que vous faites ensuite. Et ça vous permet de garder la tête froide et de garder les pieds sur terre, parce que vous savez que ce n'est qu'un passage provisoire dans les institutions, que vous allez pouvoir rester 5 ou 10 ans maximum et qu'ensuite, goodbye, je fais autre chose et je suis utile à la société d'une autre façon. Donc c'est pour ça que je parle de garde-fous. Et il y en a. Sans attendre que Nouvelle Donne ait créé sa charte signée par les élus signée par les candidats, malheureusement on n'a pas eu d'élus, signée par les candidats pour les européennes, il y a la charte anticorps, la charte anticorruption, que j'ai signée avec beaucoup d'autres au moment des législatives. J'ai fait toute ma campagne dessus. Enfin, j'ai parlé autre chose, mais j'ai insisté à chaque réunion publique. J'ai expliqué. Eric, on a participé à des réunions publiques en Moselle avec les groupes anticorps, parce que c'est important, parce que pour moi c'était crucial et que je ne me voyais pas m'engager en politique sans avoir signé cette charte. On est 17 députés aujourd'hui dans l'Assemblée sur 577 à avoir signé la charte anticorps. Il y avait beaucoup, et c'est ce qui prouve, c'est ce que Jean-François Kahn disait tout à l'heure, c'est que est-ce que ce sont les pourris qui sont réélus ou est-ce que ce sont ceux qui essayent de s'engager et de donner des preuves de leur bonne foi ? On s'aperçoit que sur les plus de 500 candidats aux législatives qui ont signé cette charte, seuls 17 ont été élus. Que oui, Balkany est réélu, mais ils sont fous à Levallois, où ils sont pas fous, vous inquiétez pas. Ils savent très bien qu'ils ont tous un petit peu à y gagner parce que toutes les associations sont verrouillées. Il y a quelqu'un du clan Balkany qui dirige et ils savent qu'ils vont recevoir des subventions de la mairie et donc ils ferment leur gueule et ils continuent dans ce système-là parce que c'est le seul moyen d'avoir de l'argent. Ça, pour résumer, pas besoin d'être non plus Einstein pour s'apercevoir que c'est quand même un système mafieux. Mais ça marche. Donc la question, elle est plutôt, est-ce qu'en France, on est prêt à assainir le système, à assainir la politique et à enfin élire ceux qui auront mis en place et qui auront signé et qui se seront engagés à respecter les garde-fous mis en place. Merci. Alors, en fait, on aurait voulu parler de beaucoup d'autres choses. Jean-François Kahn me rappelait qu'il aurait aussi voulu parler du vote blanc, de l'opportunité de légaliser. On n'a pas parlé non plus de la justice. Mais il nous faut céder la salle, car dans cette même salle, après 5 minutes de pause, il y aura un débat sur la question des paradis fiscaux. Que faire contre les paradis fiscaux? Et ensuite, je rebondis sur ce que disait Isabelle Attard. Demain, 15h30, nous aurons une réunion, un atelier sur une république exemplaire. Comment atteindre une république exemplaire. Voilà, merci encore à tous d'avoir participé. Bonne soirée.